Eh ben, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici aujourd'hui avec nous. Notre thème de jour, c'est faut-il bannir les écrans des écoles? Donc, pour commencer, c'est un programme qui aujourd'hui est cofinancé par l'Union européenne. Les avis exprimés n'engagent que les auteurs et ne sauraient être considérés comme constituant une prise de position officielle de la Commission européenne. Et le présent programme n'engage en aucune façon la responsabilité de la Commission européenne. Donc moi, je suis Juliette, je travaille au Dranche sur les sujets européens et je suis aujourd'hui avec Antoine, qui est à côté de moi et qui est cofondateur du Dranche, que vous connaissez déjà. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous sommes donc avec Isabelle Freinet, qui est journaliste santé, sophrologue, auteure et spécialisée dans les troubles de surexposition aux écrans, et avec Yasmine Buono, qui est spécialiste éducation numérique et prévention cyberharcèlement. Donc déjà, je vais vous laisser un instant pour vous présenter, et après, on contextualisera un peu ce sujet. Donc, peut-être dans l'ordre, Madame Freinet, et ensuite Madame Buono. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'inviter à partager ce débat avec vous. Je suis engagée sur cette question des écrans du plus jeune âge jusqu'à l'âge des adolescents et même des parents à l'âge adulte. Je suis sophrologue, donc ça veut dire s'occuper de l'équilibre de la santé physique et mentale, pour résumer, et journaliste santé depuis un peu plus de 15 ans. Donc, ce qui m'a amenée à me mobiliser sur le sujet, c'est d'abord écrire un livre en rassemblant pas mal d'études scientifiques sur le sujet et de pouvoir en faire des conférences et d'animer des ateliers, aussi bien dans les mairies que dans les écoles, pour sensibiliser à la fois les enfants, les parents et tous les professionnels de santé qui touchent à la petite enfance et à l'adolescence. Et j'accompagne aussi les familles pour sauver un peu sa peau dans ce monde numérique qui n'est pas simple et pour faire de chacun de nous des citoyens avertis et prudents. Merci beaucoup. Madame Buono, je vous laisse enchaîner. Oui, merci à vous pour cette invitation et bonjour à tous. Alors moi, je suis spécialiste éducation numérique. Cela va faire plus de 12 ans que j'interviens sur la question notamment des réseaux sociaux et des jeux en ligne chez les jeunes et sous le prisme plus particulier des cyberviolences et notamment du cyberharcèlement. Donc, depuis toutes ces années, je mène également des actions de prévention et de sensibilisation dès le plus jeune âge, puisque j'interviens dès les classes de CP auprès des élèves sur la question du temps d'écran, sur la question des usages en ligne et des risques, et jusqu'au lycée également auprès des parents, et je sensibilise des professionnels. J'ai pour particularité de mener des ateliers d'éducation numérique en mettant parents et enfants afin de créer du lien là-dessus. Et voilà. Donc, toutes ces questions, le sujet est vaste et complexe et très intéressant. Alors, en effet, c'est un sujet qui, comme vous l'avez dit, est assez vaste. Donc, on va commencer par donner quelques éléments de contexte pour aider un peu les auditeurs à comprendre les enjeux du débat. Donc, tout d'abord, quelques statistiques. Donc, l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, estime que parmi les jeunes de 11 à 17 ans, 66% d'entre eux passent plus de 2 heures par jour sur un écran et que 49% d'entre eux passent plus de 4h30 par jour. De la même manière, on remarque que toute tranche d'âge confondue, la durée quotidienne d'utilisation des réseaux sociaux en France est en moyenne de 1h46, ce qui est inférieur par rapport à d'autres pays comme par exemple les États-Unis. Et donc, on constate que dans la sphère privée, on a en fait beaucoup de jeunes qui sont très à l'aise avec leur smartphone et notamment avec l'usage des réseaux sociaux. En revanche, quand il s'agit de manipuler des outils bureautiques, là, on peut remarquer que tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité et qu'il y a des grandes disparités. Donc aujourd'hui, à l'inverse, dans la sphère publique, donc dans l'éducation nationale, qui est la sphère qui nous intéresse aujourd'hui, 100% des lycées et 90% des collèges sont pourvus d'un ENT. Donc l'ENT, c'est quoi? C'est un environnement numérique de travail. Ça comprend des services pédagogiques, donc par exemple un cahier de texte en ligne, des espaces de stockage communs ou des accès à des ressources numériques. Ça permet par exemple aux parents de suivre la vie scolaire de leurs enfants, donc de voir quels sont leurs emplois du temps, quels sont leurs devoirs, etc. Et c'est en fait un moyen de communication entre l'établissement et les familles, simplement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'enjeu du développement du numérique à l'école? Donc déjà, il faut savoir que le numérique, c'est un enjeu de développement au sens très large, que ce soit en France ou à l'échelle européenne, et que ça comprend énormément d'aspects. Donc il y a par exemple la souveraineté, il y a l'identité numérique, il y a la gestion des données, la cybersécurité qui est essentielle. Donc c'est vraiment un enjeu crucial pour l'Union européenne.
qui a par ailleurs investi plus de 250 milliards d'euros pour stimuler la numérisation. Donc, on voit que c'est un enjeu qui est vraiment au cœur en fait, de la construction européenne. Et l'enjeu, c'est que notamment 80% de la population européenne ait des compétences numériques d'ici à 2030, c'est-à-dire soit capable de se servir d'un ordinateur et d'outils bureautiques notamment. On a d'autres enjeux qu'on peut citer sur le même sujet, que par exemple les semi-conducteurs dont on est très dépendant aujourd'hui. Et il y a aussi beaucoup d'investissements qui sont faits là-dessus. Et en France, le plan France Relance a aussi beaucoup stimulé la numérisation avec plus de 100 milliards d'euros sur le plan France Relance consacré au numérique. Et donc, pourquoi on débat aujourd'hui de la place du numérique à l'école ? Simplement parce que le numérique, déjà, est ancré dans notre quotidien. C'est quelque chose dont on a besoin tous les jours, que ce soit dans nos interactions sociales, mais aussi au travail. Il faut être à l'aise avec différents outils. Mais on a aussi, comme on l'a dit, des problèmes de surexposition qui peuvent se poser avec beaucoup plus d'usage des écrans aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans. Et on se pose la question de savoir s'il est bon pour les enfants de passer autant de temps devant les écrans, tout en sachant qu'il s'agit aussi de les former aux différents usages du numérique. Et donc, la question aujourd'hui qu'on se pose, c'est faut-il bannir les écrans des écoles ou au contraire faire de l'éducation au numérique dans les écoles ? Voilà. Donc, on va commencer avec peut-être quelques questions pour lancer les débats. Comment éduquer les jeunes aux écrans et au numérique, sachant que c'est déjà quelque chose qui est omniprésent dans le quotidien ? Quel va être concrètement le rôle de l'éducation nationale là-dedans ? Alors, qui veut réagir ? Alors déjà, oui, c'est la question un peu d'introduction que moi, j'avais envie de même me poser encore plus fondamentalement. C'est est-ce que c'est une nécessité ? On se posait la question, pour rien vous cacher, en conférence de rédaction, on disait, est-ce que c'est vraiment une nécessité d'apprendre le numérique aux enfants ou pas ? Ça, c'est presque la question fondamentale, en fait, avant de se poser la question de comment. Est-ce que vraiment c'est nécessaire ? Je ne sais pas, Mme Biono, vous voulez commencer par répondre ? Très bien. Oui. Aujourd'hui, il y a plus de 10 ans, quand j'ai commencé, les débats portaient sur, effectivement, il ne faut pas rentrer dans le jeu du numérique, ou, oui ou non. C'était la question chez beaucoup de professionnels, et on voulait tout interdire. Aujourd'hui, le numérique est présent, le numérique est vital dans nos sociétés. On vit dans un monde globalisé, c'est ce que le numérique aussi a apporté. Et donc, ne pas apprendre aux enfants à avoir un usage responsable du numérique serait, pour la France, prendre du retard par rapport au monde entier. Donc, on ne peut pas bannir le numérique de l'école. C'est l'école qui doit former les nouveaux citoyens à cet enjeu qu'est le numérique sur diverses questions que vous avez citées tout à l'heure, Juliette. Ok, très bien. Mme Freinet, votre avis sur la question ? Moi, je pense en effet que c'est le rôle de l'école de faire de la prévention et de l'information sur tous ces risques santé et sociétaux qui, en une dizaine d'années, si vous voulez, on n'a pas vu le truc venir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui explose parce que on n'a peut-être pas anticipé ce que les plateformes, ce que les temps d'exposition, de loisirs, d'apprentissage pouvaient causer en termes de santé physique, mentale et surtout en termes de vivre ensemble, d'utilisation des réseaux sociaux. Et donc maintenant, il y a tout un travail absolument énorme qui a à faire un peu de partout. Et c'est vrai que moi, mon propos, c'est plutôt de dire qu'il faut commencer. Ce n'est pas bannir complètement les écrans des écoles, mais si on commence à les utiliser, quand bien même pour des ressources pédagogiques, etc., je pense que de la même manière qu'on fait de la prévention sur l'éducation sportive, etc., il faut absolument, vous disiez, madame, dès le CP, c'est vrai, dès ce tournant sensible de l'âge du premier smartphone, autour de 9-10 ans maintenant, pouvoir se dire, voilà, un écran, c'est quoi derrière ? Qu'est-ce que je fais en tant que citoyen avec discernement ? Qu'est-ce qu'une source ? Qu'est-ce que le droit à l'image ? Quel contenu je vais aller chercher ? Quel dialogue je vais pouvoir avoir avec mes parents ? Et tout ça, c'est en effet très vaste. C'est un fourre-tout. Une fois qu'on a dit écran, on a l'impression qu'on a tout dit, mais il y a tout un champ à explorer derrière.
Et donc, on est rattrapé par des choses qui sont assez graves en termes de harcèlement, de choses comme ça. Donc oui, il faut expliquer plutôt que de peut-être de donner trop rapidement des tablettes sans faire ce travail en effet de sensibilisation, de prévention autour. Mais du coup, alors là, vous parlez l'une et l'autre beaucoup de prévention, mais au-delà de la prévention, est-ce que vous pensez qu'il y a un enjeu d'acquisition de compétences dans le domaine du numérique qui va au-delà d'un bon usage qu'on a des réseaux sociaux ou de l'aspect ludique du numérique? Est-ce que c'est une nécessité pour nous d'apprendre des petits à utiliser certains outils, et si oui, lesquels? Je prends la parole. Effectivement, ce qu'il faut rappeler, c'est que le numérique nous a beaucoup bouleversé. D'abord, c'est une révolution. D'abord, ce qu'il faut entendre, c'est que c'est une révolution. Et la complexité de cette révolution, c'est qu'elle est toujours en mouvement. Donc, ce qui était vrai il y a 10 ans l'est beaucoup moins aujourd'hui. Nous avons de nouveaux outils. Le numérique est tout le temps en marche. Et le numérique est venu bouleverser énormément de repères. Et du coup, dans l'usage quotidien pour les jeunes, pour les enfants et au sein des familles, et aussi sur la question des écoles, etc., et du travail. Donc, effectivement, il ne s'agit pas que de prévention, il s'agit de préparer les populations à ces nouveaux enjeux, puisque la question du numérique, globalement, va soulever énormément de problèmes, dont le problème de l'éthique, de la citoyenneté, de la santé, de l'éducation, de la sécurité. Donc voilà, c'est des tas de problèmes. Et effectivement, il faut que ce soit pris en compte et que l'on puisse éduquer et informer les populations. Au-delà de sensibiliser, il y a avant tout un enjeu d'éducation. Sensibiliser, c'est sensibiliser effectivement aux risques. Je rappelle qu'aujourd'hui, que ce soit l'OCDE, que ce soit l'Union européenne, que ce soit partout dans le monde, tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement, il y a un véritable risque pour nos sociétés démocratiques et donc il nous faut éduquer les jeunes générations notamment à la question du risque. C'est pour ça que la question de la prévention revient souvent, puisqu'il s'agit de la prévention en termes de violence. Aujourd'hui, les études ne montrent pas encore l'impact, nous n'avons pas assez de recul, donc ne montrent pas encore l'impact du numérique sur les situations de violence. Moi, c'est sur les questions sur lesquelles je travaille, avec beaucoup d'établissements scolaires, avec des municipalités, avec des départements, avec la préfecture, etc. On travaille beaucoup sur cette question. Quels sont les impacts liés à l'usage des réseaux sociaux, des jeux en ligne, en gros du numérique, sur l'activation des situations de violence que l'on rencontre, qu'aujourd'hui les établissements scolaires rencontrent, que les familles rencontrent. Et voilà. Et donc, il y a ce véritable enjeu. Et puis, il y a l'enjeu, effectivement, quelle va être la place du travail demain, qu'est-ce que le numérique vient bouleverser et comment peut-on préparer les jeunes générations à se saisir de cette opportunité et ne pas être à côté, de se saisir de ce nouveau monde. Voilà, donc je voulais rappeler ça, qui était son importance. Donc, au-delà de la prévention, il y a avant tout une éducation, et j'aimerais ajouter qu'il y a aussi une nécessité à informer. Le sujet est complexe, le sujet est vaste, soulève d'énormes questions, et il y a, en tout cas sur le constat que l'on fait, nous, de terrain, il y a un manque d'information. On parle beaucoup de la question du temps d'écran et on parle beaucoup de la question du cyberharcèlement. Mais en fin de compte, tout ça est lié parce que la question du temps d'écran, c'est de savoir qu'est-ce que font les jeunes sur le temps d'écran et non pas uniquement ils y passent 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je rappelle juste que les temps d'écran ont explosé depuis le confinement. Ouais, c'est clair. Ouais, je pense beaucoup d'entre nous ont pu le constater. Pour pallier à toutes les difficultés qu'on a rencontrées, c'est sûr que voilà, les règles ont un peu parfois se sont beaucoup adaptées. Mais même dans le milieu professionnel,
nous-mêmes, on l'a vécu dans le milieu pro, mais c'est vrai que sur tous les aspects de la vie, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'écrans depuis cette période. Madame Freinet, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez Je voulais juste terminer, si vous me permettez, excusez-moi, Madame Freinet. D'accord. Je voulais juste terminer sur vos temps d'écran que vous avez donnés. Moi, j'ai mené une enquête sur 820 collégiens. Les temps d'écran, d'abord, ils n'arrivent pas à les mesurer. C'est impossible de mesurer son temps d'écran. Il faut dire ce qui est. C'est devenu un réflexe que de consulter son téléphone. Donc, voilà, il faudrait associer aussi les temps d'écran scolaires. Il faudrait associer les tas de temps d'écran. Donc, c'est complètement difficile. Aujourd'hui, quand on pose la question sur le retour questionnaire, ils étaient incapables de donner un temps d'écran. La seule chose qu'on a compris, c'est qu'ils y passaient un maximum de temps le soir, le week-end et pendant les vacances. Voilà, je voulais juste vous apporter cette information. Alors, une toute petite question à ce sujet. Est-ce que dans le questionnaire, est-ce qu'ils ont conscience que ça se fait au détriment de moments de partage plus directs ou plus physiques? Ou est-ce que ça, c'est quelque chose dont ils n'ont pas conscience? Si, je trouve que les nouvelles générations, notamment collégiens, par rapport à ce que je voyais auparavant, commencent à se poser pas mal de questions, ont conscience qu'ils y passent du temps, mais ils le disent clairement, nous n'arrivons pas à nous défaire de ce téléphone. Nous n'arrivons pas à avoir un usage positif. Je parle des contenus inappropriés parce que c'est une question que l'on aborde beaucoup. La question est de savoir, est-ce que vous avez un comportement passif à votre écran? Est-ce que vous ne faites qu'engranger des vidéos et c'est tout? Ou est-ce que vous créez du contenu? Parce que c'est ça en fin de compte. Ce qu'il faudrait, c'est que les nouvelles générations puissent créer du contenu. Sinon, ils n'ont qu'un usage passif. Et là-dessus, on a une très grande majorité d'élèves qui disent c'est compliqué de créer du contenu par peur de créer un contenu qui engendrerait des cyberviolences pour le créateur de contenu. Ah, c'est ça la crainte principale des plus jeunes pour créer du contenu. C'est la peur de la moquerie et du harcèlement. Du harcèlement, d'être visé. Et puis, je rappelle qu'une fois que vous créez du contenu, vous êtes dans la logique des likes, des abonnés, etc. Et que notamment, la question pour les filles, c'est de prendre, elles prennent conscience que une fois qu'elles rentrent là-dedans, il va falloir rentrer, pour obtenir un peu plus de likes, eh bien, indéniablement, il va falloir faire du contenu sexy, du contenu qui va provoquer, du contenu mais peu classique. Mais je parle des jeunes, je parle des élèves que je rencontre qui ont, là, notamment, c'était des élèves de 6e. Voilà, et donc ça pose un problème. Oui, ça pose un problème. La sécurité sur les réseaux sociaux et les jeux en ligne est un véritable souci chez les jeunes générations. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et des choses très intéressantes. Madame Freinet, est-ce que vous voulez réagir? Peut-être pour reprendre la question de base, oui, en fait, on parle de beaucoup de choses différentes à la fois, finalement, parce que c'est très important. Le sujet des écrans à l'école, si vous voulez. Oui, cette éducation numérique, elle doit se faire, mais on ne peut pas envisager la question sans s'emparer du sujet en termes de santé. Parce que vous interrogez les pédiatres, les médecins, les cardiologues, les éducateurs sportifs, etc. On se fait avoir, vous savez très bien que ce temps qu'on passe sédentaire, on a l'impression d'être resté un quart d'heure, on reste 3 quarts d'heure facilement. Ça pose des gros problèmes le soir tard, le soir pour l'endormissement des adolescents, etc. Donc, c'est vrai que si on se met à être tout numérique aussi à l'école, ça pose cette question de la sédentarité, de l'écran, d'avoir moins d'ateliers de partage, de dialogue, d'émulation d'idées, de stimulation cognitive, de s'enfermer un petit peu dans cet écran, de ne plus exercer son champ visuellement. En tant que sophrologue, c'est ce qui me préoccupe énormément aussi, c'est qu'on est des êtres vivants, en mouvement, de sensorialité, vous voyez ce que je veux dire à un moment donné, c'est aussi ça qui est très important, de se connecter aux autres, de faire des ateliers de théâtre, d'écriture. C'est aussi la place de l'école, d'avoir toute cette part de culture qui peut se trouver dans l'interaction. Et je suis désolée de le dire, hein, c'est pas réac, moi je suis encore assez jeune. On peut faire plein de trucs sans les écrans et on peut faire plein de trucs avec les écrans.
Mais je veux dire, déjà, on est plutôt en termes d'expérimentation. Tous les lycées ne font pas de l'apprentissage de A à Z avec des écrans. Moi, les outils numériques pour voir les notes, pour faire du stockage de données, pour que les parents puissent consulter des choses. Ça a aidé à plein de choses pendant les confinements et je pense qu'on aurait eu une santé mentale même bien plus aggravée s'il n'y avait pas eu les écrans. C'est important de le dire à cette période-là. Mais ce que je veux dire, c'est que les jeunes, ils sont un peu perdus, si vous voulez, parce qu'il y a à la fois les alertés sur les mauvaises rencontres, le harcèlement, le droit à l'image, comment se forger une opinion. Moi, en tant que journaliste, ça me préoccupe énormément. C'est le rôle de l'école, par contre, ça. Comment se forger aujourd'hui une opinion. Barack Obama disait il n'y a pas très longtemps, il y a une petite année, que c'était un risque pour les démocraties aujourd'hui. Comment on s'informe? Ça, oui, des ateliers à l'école là-dessus. Il y a la part santé, il y a la part information, la part citoyenneté. Donc, par contre, scroller toute la journée sur les réseaux sociaux ou à l'école ou pouvoir en effet attiser ces tensions qui sont là et qui traversent de l'école à la maison, qui continuent la nuit sur les WhatsApp, etc. Donc, il y a un sujet qui est les réseaux sociaux, il y a un sujet qui est la santé. Alors, vous voyez, pour moi, c'est important aussi de penser les choses en dissociant un peu les sujets. C'est leur apprendre aussi à ne pas manger. Voilà. Est-ce que les temps de pause à l'école, si l'école est tout numérique, est-ce que les temps de pause, c'est aller devant un écran aussi pour rechercher des choses plutôt que d'aller s'aérer ou discuter? Vous voyez, je pose cette question. Je pense qu'il n'y a pas assez de recul sur ce que le 100% numérique à l'école ferait. Après, acquérir des compétences pour savoir se servir d'un ordinateur, de logiciels, de trucs, pourquoi pas. Mais je veux dire, on sait très bien que les enfants aujourd'hui, ils l'apprennent très bien sur des tablettes à l'extérieur. Enfin, je veux dire, nous, comment on a fait? On sait tous se servir d'un ordinateur, je veux dire, on n'a pas raté des entretiens d'embauche ou des postes parce qu'on n'a pas appris à l'école à se servir d'Excel ou PowerPoint, je veux dire. Enfin, après, vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est une pédagogie intéressante, mais… Je me permets de réagir sur ça parce que j'ai vu Madame Buono tiquer. Et en fait, c'est un sujet qu'on a eu, un sujet de débat qu'on a eu au sein même de la rédac. Et on n'était pas du tout d'accord là-dessus. J'avoue que moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, c'est quoi l'usage qui est nécessaire d'apprendre à l'école? Effectivement, alors moi, je suis un peu le réac de l'équipe. Et du coup, je me dis, bon, moi, je l'ai appris sur le tard. J'ai mon premier PC ou ma première tablette, je l'ai eu, j'étais adulte. Et l'usage est venu assez vite. Hein. Et j'avoue que je vois les jeunes de mon entourage évoluer et être assez à l'aise avec les outils numériques, même en termes de démarche. J'ai l'impression qu'en termes de bureautique ou de démarche informatique, ils ont l'air assez à l'aise. Mais ça ne faisait pas du tout l'unanimité. Hein. Alors, c'est peut-être plus une question pour vous, Madame Buono, mais est-ce que vous pensez est-ce qu'il y a une nécessité? On parlait de l'éducation à l'esprit critique ou à la manière de s'informer. C'est vrai que nous, le Dranche mène parfois des ateliers auprès de collégiens sur cette thématique-là. Moi, j'en ai animé plusieurs et je l'ai fait à chaque fois sans écran parce que voilà, j'avais des supports et la question primordiale, c'est le fond, on peut se questionner. Et du coup, voilà, la question de fond, et qui est un petit parti pris de ma part, mais qui n'était pas du tout unanime au sein de la rédac, je pourrais même avoir été un peu isolé sur cette question, c'est est-ce qu'il y a vraiment des usages que les plus jeunes ont besoin d'acquérir à l'école et qu'ils ne peuvent pas faire dans leur usage personnel au quotidien chez eux, quoi. Alors ça, c'est le constat qu'on a fait après confinement. C'est avec pas mal d'établissements scolaires. C'est que les enseignants se sont aperçus qu'il y avait énormément d'élèves qui ne savaient pas écrire un mail, qui ne savaient pas réaliser un PDF. Et là, on est sur une fracture d'usage. On parlait il y a quelques années de la fracture d'équipement. Elle est plus ou moins réglée en France. J'ai dit plus ou moins, elle n'est pas encore, voilà, parce qu'après, il y a des zones blanches, etc. Mais laissons de côté ce sujet. Il y a cette fracture d'usage. Ce que l'on constate, c'est que quand, selon les milieux sociaux, on a des enfants qui sont préparés à ça, qui savent écrire des mails, qui savent faire des PDF, qui savent faire des PowerPoint, qui aussi ont conscience que ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux est important pour leur future image. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les grandes écoles, les universités, maintenant, regardent ce que font les élèves. Une entreprise va également, avant d'embaucher, regarder ce que fait le salarié sur les réseaux sociaux. Il y a même des écoles qui maintenant interdisent aux élèves de publier quoi que ce soit sur les écoles. Hein, c'est une question de réputation. Et là, on s'est aperçu que beaucoup d'élèves issus des quartiers prioritaires
ne savaient même pas écrire un mail pendant le confinement. Ils ont été sanctionnés, par exemple, avec qui j'ai travaillé en atelier, j'ai appris qu'ils avaient été même sanctionnés par les enseignants, puisqu'ils n'avaient même pas su écrire bonjour, madame, voilà, etc. Mais parce que les enseignants étant persuadés que puisqu'ils savent utiliser un téléphone portable, donc les réseaux sociaux, ils savent utiliser tout ce qui est outils bureautiques. Donc déjà, voilà, c'est le premier constat. C'est qu'effectivement, on a cet écart. C'est pas Alors, parce ça que… répond à une question dans le chat de Félicie qui dit est-ce qu'il y a vraiment des inégalités numériques à l'école? Vous semblez dire que oui, en fait, il y a Oui. des vraies inégalités Oui, numériques. c'est très clair. On a des élèves, quand on intervient, on a des élèves qui savent déjà que les écoles, que les universités, que des écoles de commerce, etc., vont regarder ce que vous faites sur les réseaux sociaux, donc qui ont déjà créé des comptes avec vraiment des pseudos, etc., où ils peuvent poster leurs photos de soirée, etc. Et on a d'autres élèves, mais je vous parle même pendant le confinement, c'est ce qui s'est produit pendant le confinement, c'est que des élèves ont produit du contenu dont ensuite, au retour confinement, les équipes pédagogiques ont eu accès et ont pu voir ce qui se faisait. Je parle de soirées, je parle de tas de choses qu'il ne faudrait pas mettre sur les réseaux comme ça avec votre prénom. Et donc, ça, c'est ce qu'on retrouve dans des établissements prioritaires. Dans d'autres établissements plutôt favorisés, là, on a tout de suite des élèves qui savent, qui nous le disent lorsqu'on intervient en atelier de sensibilisation, qui disent non, mais ça, mes parents m'ont expliqué, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, ils savent envoyer des mails, ils savent faire des PDF, voilà. Il y a cette fracture d'usage. Parce que les parents, dans les quartiers prioritaires, je rappelle, n'utilisent pas de bureautique. D'accord, non mais ok, donc ça répond effectivement à la question de la nécessité de mettre sur un pied d'égalité sur les usages courants du numérique la totalité des élèves. Ok, mais ça c'est effectivement un bon point. Madame Freinet, vous vouliez réagir peut-être à ça, non? Oui, je suis entièrement d'accord sur la fracture numérique au niveau des différences de milieux. En effet, ça c'est vraiment le confinement qui a révélé ça et que finalement, les équipements n'étaient pas les mêmes. Et puis, c'est surtout que, en fait, la question des écrans, elle est comparable. Vous l'avez certainement entendu. Moi, je le vois tous les jours en consultation. Clairement, la question d'un mésusage des écrans, elle est comparable à une alimentation déséquilibrée ou à la malbouffe. C'est-à-dire que ça concerne principalement les milieux plus défavorisés qui ont moins accès à l'éducation, moins à l'information, à la formation. Après, je tiens à préciser, parce que c'est important sur cette question d'apprentissage du numérique. Moi, je vis en partie et je consulte au Havre, qui est une ville moyenne, qui n'est pas une ville riche, et où dans les MJC et dans les bibliothèques et par la ville du Havre, il y a des ateliers. C'est-à-dire qu'on peut venir, que ce soit les seniors, les jeunes, tous les milieux qui se mélangent, on peut venir apprendre avec des ordinateurs à disposition, avec des formateurs sur place, justement pour ne pas être largué, que ce soit pour le monde professionnel ou pour justement rédiger une lettre de motivation, comment apprendre à envoyer un mail, qu'est-ce qui est bien de créer comme contenu, de poster sur des réseaux professionnels comme LinkedIn, etc. Donc, si l'école ne le fournit pas parce qu'il y a cette fracture-là pour le moment, on peut trouver des ressources dans sa ville ou à l'extérieur. C'est peut-être un réflexe et de l'information à faire là-dessus pour aider en effet les familles. Donc oui, tout ça, c'est un prérequis parce qu'on en aura besoin pour l'avenir. Moi, je pense que tout est une question d'équilibre et il ne faut pas que l'école et que les jeunes perdent de vue que les écrans seront d'un grand atout, si vous voulez, mais le risque, c'est de perdre des activités autres. Alors, ce qui sauve un peu la peau de certains jeunes, c'est d'avoir une passion. C'est-à-dire qu'ils vont avoir passé, c'est pas tellement en effet, comme disait Madame Bonneau, le temps d'exposition, parce que qu'est-ce qu'on y fait réellement derrière? Mais si on est attiré, éveillé à autre chose, un enfant qui va aimer la musique, qui va aimer un sport en particulier, qui va avoir des infrastructures près de chez lui pour aller jouer au basket, je dis n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il va être attiré par
autre chose, si vous voulez, être stimulé par autre chose. Et ça, c'est la clé. C'est la clé dans l'éveil à partir de 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, parce qu'il aura beau passer du temps sur les écrans à l'école ou à l'extérieur, eh bien, il y aura un équilibre dans sa vie. Il y en a un équilibre de partage, de différentes activités et pourquoi pas de créativité. Et c'est là que les écrans deviennent intéressants. Et je pense qu'à l'école, c'est à la fois la ressource pédagogique, mais la ressource de créativité, avec des logiciels qui permettent, si on aime la photo, de faire des choses, de réaliser un petit court-métrage, vous voyez, d'utiliser des ressources, des outils numériques au service de la créativité. Ça m'intéresse particulièrement pour l'école. Je trouve que ça pourrait être le lieu et surtout, en effet, créer de l'égalité sur ce sujet-là. N'importe quel enfant, adolescent pourrait s'exprimer de cette manière-là. Encore faut-il que les enseignants soient formés parce que personne n'est non plus logé à la même enseigne sur l'aisance d'utilisation de ces outils. Et évidemment que la technique suive, parce que moi, j'entends parler de pas mal de bugs quand on veut essayer des choses aussi. Donc, bon, ça, on peut toujours s'améliorer sur les réseaux, sur les équipements, sur tout ça. Mais voilà, moi, si vous voulez, ma crainte principale, c'est qu'on perde ce qui font de nous des animaux sociaux. Et surtout, moi, en tant que sophrologue, c'est vraiment, je vous assure, les gens sont en dette de sommeil, les jeunes ne dorment plus, les jeunes ne bougent plus. Vous interviewez les cardiologues, en capacité respiratoire et cardiaque, c'est une catastrophe. Ces temps d'exposition vissés sur un siège, c'est dramatique. Et en termes d'obésité, on n'a jamais vu autant de cas de diabète de type 2 de plus en plus jeunes. Vous voyez, c'était quelque chose qui s'installait au cours de la vie, vers la quarantaine, la cinquantaine. Maintenant, on voit des gamins de 18 ans, 20 ans dont on diagnostique des diabètes de type 2, si vous voulez. Donc ça, c'est pas fait hier. Ça veut bien dire qu'il y a aussi, et écran, sédentarité est liée à consommation d'aliments plus gras et sucrés. C'est prouvé, ça aussi. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que si on injecte encore plus d'écran, est-ce que ce n'est pas un peu le cercle vicieux de la dépendance comportementale et affective aussi? Et que, comme on l'a dit, c'est addictif, on l'est tous, on explose nos temps d'écran, on sort de l'école, on a passé du temps vers tel truc, on rentre à la maison. Vous voyez ces automatismes inconscients, la tablette aux toilettes, le truc qu'on embarque, il n'y a plus, avec tous ces équipements portatifs, le problème, c'est qu'il n'y a plus la télé, elle reste en place, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pose pas de problème, mais généralement, elle est dans une pièce. Le smartphone, il va partout dans la maison, il va partout dans une salle d'attente, il va partout à l'arrêt de bus. Et donc, il y a ce truc qui fait que ça ne s'arrête jamais. Donc, voilà, juste vigilance là-dessus. Et je pense que voilà, l'école peut être le lieu de plein de choses, mais de veiller à cette diversification, qui est très importante. Alors, en effet, comme vous l'avez dit, les écrans, ça peut développer des comportements addictifs. Et comment expliquer aujourd'hui le fait qu'on ait de plus en plus d'enfants qui passent de plus en plus de temps sur les écrans et de plus en plus jeunes, en fait? D'où vient ce phénomène? D'abord, on a une injonction marketing. On nous vend ça très, très bien. D'abord, il y a eu le confinement, parce qu'il faut le rappeler. Les parents qui ont résisté n'ont pas pu. Là, il fallait mettre un écran à tous les enfants. Donc voilà. Donc là, et après, ça a été extrêmement difficile, et ça l'est toujours, de retirer du temps d'écran. Une fois que vous avez accordé un temps d'écran, un temps d'usage, ce qui est extrêmement difficile, c'est de le retirer. C'est comme les acquis sociaux, hein, c'est très difficile. C'est comme les acquis sociaux, c'est toujours dans la douleur que ça se retire. Voilà, les enfants sont, voilà, c'est difficile. Donc il y a une injonction aussi marketing chez les plus jeunes en faisant croire à des parents que on va aider son enfant à des apprentissages, à une évolution meilleure si on les met devant des tablettes sur des logiciels de jeu, etc. Voilà, donc tout ça, ce sont des injonctions marketing et beaucoup de parents y croient. Hein. Donc, voilà, donc il y a ça. Et après, on a chez les ados, il ne faut pas oublier que c'est la culture. Ça fait partie aujourd'hui de la vie des pré-ados et des adolescents. Quand vous allez dans les établissements scolaires, que vous allez dans les cours de récréation, vous passez du temps à observer. C'est très simple sur une cour de récréation. Vous avez des élèves qui font les danses TikTok, les dernières danses TikTok. Vous avez ceux qui vont vous parler du dernier jeu en ligne. Et puis, vous avez toujours les éternelles équipes de foot. Voilà. Mais aujourd'hui, bannir son enfant
des écrans et des réseaux sociaux et des jeux en ligne, c'est lui ôter toute une culture. Et aujourd'hui, tous les jeunes partagent cette culture. Donc, c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est venu s'imposer complètement. Et après, la question du temps d'écran, nous le savons tous, ces entreprises, toutes ces plateformes numériques savent parfaitement nous garder en ligne. Donc là, on a dénoncé dernièrement Emmanuel Macron et d'autres, je parle aux États-Unis, donc des parents viennent de porter plainte contre TikTok. Emmanuel Macron a également dénoncé, il n'y a pas longtemps, il y a eu des articles où il dénonçait que c'était bien, l'algorithme de TikTok était trop addictif. Je veux juste rappeler, par exemple, que nous n'avons pas, nous, Européens, le même algorithme que les Chinois et que les États-Unis. L'algorithme le plus addictif est l'algorithme européen. Donc, vous voyez, ça pose des tas de questions. J'invite les auditeurs à aller lire un article qu'on a publié qui s'appelle « Smartphone, pourquoi vos enfants ont tant de mal à se déconnecter ?» et qui parle justement de ces algorithmes et qui précise qu'il y a des professionnels, des psychiatres ou des psychologues qui collaborent avec certaines applications ou avec certains développeurs pour favoriser effectivement l'addiction à certains usages. Donc, je vous invite à aller regarder, à aller lire ça et on parle de ça effectivement dans l'article. Mais du coup, alors, je reviens juste à ce que vous disiez. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour avoir une vie sociale quand on est au collège, c'est impossible de le faire sans avoir un smartphone et un réseau social. Oui, c'est compliqué. En tout cas, pour ce que l'on voit, nous, sur le terrain, quand on intervient sur la question du cyberharcèlement, c'est très compliqué pour les élèves. Il n'y en a pratiquement plus. Nous sommes moi, je parle en région parisienne, c'est là où j'interviens le plus, en Île-de-France. Nous sommes à 98% de collégiens qui ont un smartphone. Donc, vous voyez, c'est en 6e, 5e, ça concerne, allez, par classe de 30, on va avoir 1 ou 2 élèves qui n'ont pas de smartphone et on va avoir des stratégies de contournement de cette interdiction posée par les parents. C'est-à-dire qu'on a quand même, nous, rencontré pas mal d'élèves qui nous ont expliqué comment ils ont pu mettre de l'argent de côté, acheter un téléphone, une carte, etc., prépayée pour avoir accès aux réseaux sociaux. Donc, il y a tout ça tellement… c'est une injonction d'être… c'est plus qu'une injonction, c'est la culture aujourd'hui. C'est la culture des jeunes. Donc, effectivement, ça peut amener à vous retrouver, à isoler un adolescent. L'adolescent peut se retrouver isolé. Il n'a pas le smartphone, il n'est pas sur les réseaux sociaux, il n'a pas la même paire de baskets, etc. Vous voyez, ce sont tous ces critères qui font aujourd'hui la jeunesse… Oui, madame. Alors, du coup, il y a une question qui est revenue beaucoup et vous en avez déjà évoqué, mais on va essayer de faire la liste exhaustive avec vous deux. Donc, selon votre avis, c'est la question du risque, du coup. Alors, vous en avez évoqué plusieurs, d'isolement, d'obésité même à cause de la sédentarité. C'est quoi pour vous la liste, le top 3 des risques associés à un usage important des écrans? Madame Buono, vous avez parlé aussi de la question de la violence numérique. Voilà. Selon vous, c'est quoi les grands risques qu'il existe à cette consommation excessive d'écran? On peut peut-être laisser la parole à Madame Freinet pour commencer sur cette question-là. Oui, je crois qu'on en a pas mal passé en revue. C'est le volet santé et le volet sociétal, la culture, de tout ce qui peut graviter autour de ça. Santé, en numéro 1, la dette de sommeil, avec tout l'enchaînement en cascade que ça peut causer. La sédentarité, la myopie qui est une épidémie. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. On est face à une épidémie de myopie, alors encore plus dans les pays asiatiques qui avaient déjà cette culture du jeu vidéo encore plus que nous. Mais nous n'exerçons plus notre champ visuel, notre vision de loin, en fait, si vous voulez. Quand vous êtes dans un écran, vous n'avez plus le champ périphérique. Donc, tout ça cause de la myopie. La concentration et l'attention, parce qu'avec l'addiction dont on parlait, que ces plateformes font tout pour nous maintenir, quand vous avez des vidéos très courtes, on sait qu'évidemment, on enchaîne des choses qui sont très virales, très courtes, qu'on a du mal à maintenir notre attention, notre concentration. Moi, je le vois tous les jours en consultation, c'est quelque chose qu'on retravaille aujourd'hui, c'est de pouvoir faire des choses qui nécessitent de se poser, lire un article un peu plus long, regarder un film sans scroller, lire un livre, arriver à lire un livre aujourd'hui, c'est un acte de résistance.
chez les gamins ou chez nous. Enfin, vraiment se remettre à la lecture complètement. Vous voyez, ces temps longs. On le voit chez les musiciens qui peuvent faire de la musique pendant très longtemps sans avoir besoin d'être connectés. Donc voilà, il y a tout ces attention, concentration, obésité, sommeil, et puis tout ce qui est sociétaux. Pour moi, il me semble que c'est le harcèlement, les mauvaises rencontres, hein, les faux pseudos, qui est derrière, à qui on parle quand on ne connaît pas. C'est très, très fréquent, ça. On l'a vu chez les jeunes filles qui vont aller se dénuder, poster des choses, alors qu'à la base, elles ne savaient même pas qu'elles pourraient être amenées à faire ce genre de choses, à un âge où on est dans la construction de la personnalité, de l'estime de soi, etc. Donc, très important, les jeunes filles encore plus en danger là-dessus. Usurpation d'identité, harcèlement, qu'est-ce qu'on peut encore lister? C'est déjà pas mal. Donc tout ça, ça nécessite en effet d'encourager le dialogue. En fait, c'est plus, pour moi, en fait, ça n'a plus lieu d'être d'interdire, comme disait Madame Bueno, c'est-à-dire que c'est un accompagnement dès le plus jeune âge à à quoi tu vas pouvoir potentiellement être confronté. Et dire je suis là, la porte ouverte, il y a des adultes autour de toi, il y a des associations e-enfance, etc. maintenant qui recherchent même, on commence quand même au niveau comment dire, des enquêtes policières, etc. De plus en plus, il y a des associations qui œuvrent là-dessus sur le harcèlement, se pouvoir faire des… Voilà, si tu es insulté, si tu fais l'objet de racisme, si tu fais l'objet de moqueries, encourager le dialogue. Et surtout, en effet, on ne peut plus se dire mon monde et le tien sont étanches, s'intéresser à tout ce qu'ils font comme disait Madame Bueno, c'est leur culture. Donc, à un moment donné, si vous fermez la porte ou que vous ne savez pas ce qu'ils y font, là c'est le risque maximum. Alors que si vous dites, ah bah tiens, t'aimes bien faire ça, montre-moi, machin, etc. Laissez absolument la porte ouverte pour qu'il y ait une chance que la parole puisse, à un moment donné, s'il y a un problème, se trouver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça maintenant. C'est pas repousser un petit peu peut-être avec le contrôle parental, mais ils trouvent toujours des trucs pour contourner, ou pas autoriser telle appli tout de suite à 10 ans, la mettre un petit. On n'est pas obligé de mettre 10 applis d'un coup sur le premier smartphone. Je veux dire, on peut réguler un petit peu tout ça. Mais voilà, alors ça nécessite du temps. Les parents sont parfois aussi fatigués. Donc pour moi, en effet, l'école peut, en effet, nous on l'avait fait avec des conférences dans les collèges, les lycées, sur toute cette part sociétale, je pense à un rôle de prévention essentiel à jouer. Et du coup, par rapport à ça, on a une question dans le chat. Quel serait finalement le meilleur usage possible des écrans? Il y a quelqu'un qui avait donné l'exemple du livre numérique. Comment on se sert correctement du coup des écrans aujourd'hui? Par exemple, Madame Bueno, vous avez mentionné tout à l'heure le fait également d'encourager les jeunes à poster du contenu. Du coup, de quel genre de contenu on parle et finalement, comment les écrans peuvent être des alliés et pas seulement des ennemis? En formant les élèves. Puisque de toute façon, ils sont connectés de plus en plus tôt, on les pousse à créer du contenu. Ça, ils savent faire. C'est pas le problème, ils savent s'en saisir. Ils ont compris, ils savent. Aujourd'hui, c'est la question de l'esprit critique, c'est-à-dire du discernement. À quel moment je crée du contenu et cela m'est bénéfique et à quel moment je rentre dans quelque chose qui n'est pas bénéfique. Je relais de la désinformation, je relais des contenus inappropriés, je relais des insultes, etc. Et c'est vraiment là où l'école a son rôle à jouer. Sur cette question du numérique, en réalité, les parents, parce que souvent on entend beaucoup dire, c'est la responsabilité des parents. Ce n'est pas possible. Nous devons tous être en coéducation en réalité. C'est une question pour nos démocraties, pour notre société de demain. La question que je pose souvent aux jeunes, c'est comment allez-vous faire société demain? Si sur les réseaux sociaux, les jeux en ligne, etc., et puis dans les activations de situations de violence dans la vraie vie, comment allez-vous faire société demain si vous ne véhiculez que des contenus inappropriés ou violents? Donc, cette question-là, c'est une question de société. On ne peut pas dire et on ne peut pas demander aux parents de jouer ce rôle-là. Ils ne peuvent pas le faire. Vous voyez, tout à l'heure, on a débattu sur la question du temps d'écran.
face à des algorithmes et à une vie compliquée, et on a quand même beaucoup de mamans solo, etc., c'est compliqué d'aller surveiller le temps d'écran. Effectivement, ils emploient des stratégies de contournement des applications de contrôle du temps d'écran. Hein. Donc, vraiment, la question de la coéducation, et c'est là où l'école a un rôle à le jouer. Aujourd'hui, l'école n'est pas adaptée à notre monde. C'est parce que notre école n'est pas adaptée à notre monde. En fin de compte, c'est ça la question de fond. C'est faut-il bannir ou pas les écrans des écoles? Non, il ne faut pas les bannir, certes, mais il nous faut adapter. Et c'est là où il y a des tas de questions sur la question de la santé. Donc, on parlait de l'esprit critique, de la santé. Je rappelle que tout le monde s'accorde à dire que le défi de demain, c'est la question de la santé mentale. La question de la santé mentale, et notamment pour les jeunes générations. Vous avez, je ne sais pas si vous avez noté, mais nous avons 3 pays qui ont créé le ministère du Bonheur en réponse à cela, puisque ce sont des questions fondamentales pour nos sociétés. On a l'Allemagne, le Canada et l'Arabie Saoudite. Voilà, ce sont ces 3 pays qui innovent et qui se sont dit, nous ne pouvons pas laisser les jeunes générations face au bouleversement du numérique, nous ne pouvons pas les laisser. Donc la question, c'est comment allons-nous créer, comment allons-nous faire société de demain? Et ces ministères visent à répondre à cela. Alors, ça m'amène à une question j'aimerais avoir votre avis à toutes les deux sur ça. Vous dites, voilà, vous prenez le cas de l'Allemagne, du Canada ou de l'Arabie Saoudite, il y a des pays qui ont réagi de manière différente et parfois beaucoup plus radicale. Je prends l'exemple de la Chine qui a mis en œuvre des mesures très restrictives pour les mineurs sur l'usage des jeux vidéo, où ils sont passés à 2 heures par semaine sur des tranches horaires bien précises, où il fallait une carte d'identité numérique pour pouvoir se connecter. Donc là, on sent qu'il y a un enjeu en plus là-bas de santé publique. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de mesures? Est-ce que vous disiez c'est pas la responsabilité des parents, c'est la responsabilité de l'école? Est-ce que vous pensez que c'est la responsabilité de l'État de contraindre les plus jeunes sur l'usage du numérique? Alors dans le chat, on nous pose, voilà, est-ce qu'il ne faut pas faire comme la Chine avec un temps limite par personne et une identité en ligne, voire une loi sur les algorithmes, justement pour réguler les GAFAM et la manière dont ils proposent ces applications. Qu'est-ce que vous pensez l'une et l'autre de ces formes un peu radicales de législation? Moi, je pense qu'il ne faut pas du tout faire comme la Chine. Ça serait catastrophique pour notre démocratie. Par contre, que l'État fasse pression sur les plateformes, parce qu'en fait, le véritable sujet aujourd'hui, c'est que les jeunes, il n'y a pas de protection. C'est open bar. On a oublié un risque, c'est la pornographie. Hein. Vous cliquez, vous n'avez pas 18 ans. C'est un vrai problème. Hein, qu'à 10 ans, il tombe sur des… Parce que ça parle aussi de… Là, on n'est plus dans la dimension psychologique, mais comment on se construit, l'image de la femme. C'est catastrophique. Hein. C'est là. Il y a un rapport d'enquête sénatorial qui est sorti récemment et qui faisait des propositions, justement, et effectivement, qui a fait état d'une situation dramatique en la matière, en effet. Dramatique. Hein. Les gynécos entendent des choses hallucinantes. Enfin, là aussi, il y a tout un jargon, un vocabulaire. Ça touche à la popularité. Et puis, est-ce que tu as vu ça? C'est-à-dire que même si les parents font attention, etc., le jeune est exposé dans la cour de récré parce que il va voir le portable du copain ou du cousin où il est invité, etc. Donc il y a ça, mais il n'y a pas de protection, si vous voulez, par rapport à sur quoi les images violentes, la pornographie, le fait de pouvoir en effet tomber sur différents contenus, les mauvaises rencontres. Donc moi, je pense que l'État, oui, pourrait faire pression sur les plateformes pour obtenir de vrais engagements, quoi. Voilà, de vrais engagements, de pouvoir protéger les jeunes. Et aussi, alors le système des likes, ça a été il faudrait peut-être mettre le nez un petit peu là-dedans aussi, parce qu'en termes de santé mentale et au-delà des catastrophes de suicide qu'on peut voir, c'est-à-dire que l'escalade à la comparaison, l'image du corps, de systématiquement poster pour être liké, en termes de narcissisme, si vous voulez, de construire sa vie, son quotidien, en mettant en scène tout ce qu'on fait pour être aimé avec tout ce que ça représente de fragilité, si vous voulez, en termes d'appartenance au groupe, de tout faire en fonction de ça. Ça parle aussi de construire des individus solides, vous voyez, en amont. Et en effet,
les jeunes et les parents ne sont pas du tout aidés là-dessus parce que les dépendances sont très vite installées parce qu'il y a ce système de récompense. Hein, et qu'un jeune, il ne peut pas faire grand-chose pour le moment pour lutter par rapport à ça. Parce qu'il y a cette question de construction du cerveau à cet âge-là, d'appartenance au groupe qui est très importante. Donc, ça crée des situations dramatiques. Je cite un exemple qu'on nous a donné de Snapchat, alors je l'ignorais, mais qui encourage ses utilisateurs à envoyer des snaps au moins une fois toutes les 24 heures pour rester en mode Snap Streak. Ça chauffe. Par peur de manquer des réactions et de mise à jour, les adolescents se connectent de plus en plus fréquemment. Donc, il y a vraiment effectivement des algos et des usages qui incitent énormément à rester connecté en permanence, quoi. Madame Biono, vous vouliez réagir aussi sur… Alors, je viens sur la question un peu de la législation. Vous pensez que c'est une réponse? Oui. Alors, moi, je parle bien de coéducation, c'est-à-dire que parents, famille, école, État et pression sur les plateformes numériques. Bon, nous savons que les plateformes numériques, ce n'est pas la priorité de protéger les enfants. Alors, on va être très clair, ce n'est absolument pas leur priorité. Quant à la possibilité que nos gouvernements puissent agir sur les plateformes numériques, j'en doute pour l'instant. Hein, nous parlons d'une puissance financière, nous sommes en pleine évolution du numérique, il y a encore à peu près, on estime, à 30 ans d'évolution du numérique. Je ne pense pas que notre gouvernement puisse agir réellement sur les plateformes numériques et sur leurs algorithmes qui sont chasse gardée. Donc voilà, je voulais revenir sur la Chine. Effectivement, la Chine n'est pas un pays démocratique. Je rappelle juste que la suite est donnée, il y a une suite quand même. C'est que si une famille n'arrive pas à maîtriser le temps d'écran des 2 heures accordées aux enfants, ils ont une amende. Suite à cela, si après l'amende qu'ils ont reçue financière, hein, parce que là on parle du crédit social chez les Chinois, si ils n'ont pas encore réussi à maîtriser le temps d'écran de leur enfant, ils ont droit à une semaine de rééducation en parentalité. Je ne sais pas si vous connaissiez les sanctions qui étaient données par la Chine. Je rappelle juste que la Chine a expliqué ceci en disant qu'ils étaient en train, toutes ces plateformes numériques, alors qu'ils n'ont pas les mêmes algorithmes, étaient en train d'abîmer le cerveau de la jeunesse chinoise. Et donc, c'était une mesure de santé, de protection des cerveaux des jeunes Chinois. Voilà. Donc, allons-nous faire cela? Nous sommes une démocratie. Tout le monde s'accorde à dire qu'il nous faut éduquer. C'est pour ça que je parle de coéducation. Aujourd'hui, parler uniquement de responsabilité des parents, c'est se dédouaner. C'est impossible. Il y a tellement de risques. Il y a tellement de questions. Je voulais aussi faire un petit point sur les dangers. Pour faire très simple, il faut retenir 3 types de dangers, parce que je ne travaille pas en silo, je travaille de manière holistique, globalisée. Donc, il y a 3 types de dangers. Il y a ce que l'on appelle les personnes malveillantes. Ce à quoi sont confrontés nos jeunes. Aux personnes malveillantes, effectivement, derrière un pseudo d'enfant est caché un pédophile. TikTok en est devenu à toutes les plateformes. Ils n'ont plus qu'à venir faire leur marché. Donc, nous avons les personnes malveillantes. Nous avons les contenus inappropriés. Dans les contenus inappropriés, nous avons la pornographie. Je veux juste ouvrir une petite parenthèse sur cette pornographie. Il y a quelques années, la pornographie était une pornographie violente, dont des élèves me racontaient ça, enfin, témoignaient, etc. Ma dernière enquête montre que cette pornographie s'est transformée. Et c'est là où ça devient inquiétant. Ce sont des viols d'enfants. C'est le témoignage de 800 élèves. Des viols d'enfants. Ils sont soumis à ce type de contenu. Oui, je vous vois réagir. Ouais, je suis étonné parce que je ne savais pas que le grand public pouvait avoir accès à ce type d'image. En fait. Pas le grand public. La jeunesse. Elle est visée. Mais vous avez les comptes rendus d'Interpol, etc., hein, qui sont publiés en ligne hein, et qui alertent tous les gouvernements. Mais la présidente de l'Union européenne l'a expliqué dans son discours de rentrée en disant que la jeunesse occidentale était soumise à des contenus, bon, elle parlait de désinformation, mais elle a expliqué ces contenus extrêmement violents. Donc, c'est des viols d'enfants. Okay. Voilà. Donc là, on est sur des contenus inappropriés, donc personnes malveillantes.
contenu inapproprié. Et troisième type de danger, ce sont les comportements inadaptés entre pairs. Voilà. Donc, et c'est à ces trois questions-là, et donc là, on peut y mettre le cybersexisme, la pornographie, le cyberharcèlement, on peut y mettre le piratage de données, etc., etc. Donc, vous voyez, on peut tout y mettre. Et c'est à cela que nos gouvernements devraient travailler pour que l'école forme les jeunes. Et on ne peut pas attendre l'âge de l'adolescence, c'est trop tard. Il faut dès le plus jeune âge. Il y a la question du temps d'écran, il y a la question de ces dangers. Et donc, c'est aussi à l'école et donc à nos gouvernants de protéger aussi notre population pour ne pas en arriver à faire comme la Chine. Madame Freinet, est-ce que vous voulez répondre? Et après, je pense qu'on va bientôt conclure. J'espère qu'on réussira peut-être à conclure sur une note un peu plus joyeuse parce qu'effectivement, on est sur des choses qui sont très inquiétantes. Ouais, est-ce qu'il y a un point du sujet, comme on va bientôt conclure, est-ce qu'il y a un point du sujet qui est important et qu'on n'aurait pas abordé hein? Alors peut-être Mme Freinet d'abord. Hein. Il me semble que c'était assez riche dans tout ce qu'on a pu élaborer. Peut-être que, voilà, la question qu'on a moins évoquée, parce que c'est ce qui est encore en expérimentation, c'est est-ce que demain, il faudra apprendre avec des ressources pédagogiques purement numériques? Vous voyez ce que je veux dire? Que tous transposer tous nos livres d'histoire, de mathématiques, etc. Est-ce que l'école tout numérique a un sens demain? Voilà, je pense qu'on n'a pas vraiment assez de recul là-dessus. Moi, je ne suis pas une experte sur les contenus d'apprentissage qui existent. Est-ce qu'on apprend mieux certaines matières ou certaines choses? Je pense que oui, par exemple, moi qui travaille un petit peu des thématiques d'histoire, etc. Par exemple, pouvoir avoir accès à des ressources d'archives, de numériser, des choses comme ça. Bien sûr, c'est très riche, vous voyez. Mais voilà, je m'interroge sur le tout numérique. Moi, j'aime bien encore feuilleter un livre, j'aime bien tout ça. Je pense que les enfants adorent aussi. Je pense que c'est un petit peu tôt. Si on parle purement d'un sujet un peu politique, peut-être un peu polémique, c'est vrai qu'on dépense énormément d'argent. Hein. Il y a énormément de budget pour tous ces équipements, pour les écoles. Je lisais encore qu'il y a même une école maternelle à Poitiers qui a été dotée de 200 tablettes pour des élèves de 3 à 5 ans. Je m'interroge, je trouve ça presque dommage parce que je trouve que le sport n'est pas si présent non plus à l'école. Moi, je trouve qu'il y a des ressources financières qui pourraient être aussi mieux utilisées, vous voyez. Donc, voilà, c'est plutôt des pistes de réflexion plutôt qu'une note ultra positive. Mais en tout cas, on apprend tous les jours et je vois avec Madame Buono qu'on est des acteurs de terrain, qu'il y a quand même beaucoup de choses qui avancent, qui se font, il y a de l'envie, on parle de tout ça déjà. Donc, voilà, la note positive, c'est que il y a énormément de gens qui s'intéressent à ce sujet. Les parents, quand même, s'intéressent à ce sujet-là. Au niveau des localités, des territoires, je sais qu'il y a beaucoup de gens voilà, qui se mobilisent. Et peut-être qu'en reparlant dans quelques années, on verra que peut-être des situations dramatiques arriveront moins, et je l'espère, de par justement cette prévention. Et aujourd'hui, en tout cas, on sait que dès 6, 7 ans, 8 ans, ça vaut le coup d'avoir un coup d'avance, d'anticiper par rapport à voilà, ce qu'on a un petit peu, ce qui nous a filé un peu entre les doigts, et que ce n'est pas du tout à l'adolescence qu'il faut démarrer tout ça, bien sûr. Ok, merci beaucoup Madame Freinet. Madame Buono, vous vouliez apporter un dernier éclairage sur un point important qu'on aurait oublié? Non, je voulais juste dire que aujourd'hui, l'école, la question des écrans dans les écoles, c'est plus la question des contenus. Quelles compétences doit-on développer auprès des élèves? Et c'est à l'école de le faire, et donc à notre gouvernement d'avoir une vision. C'est ça qu'on aimerait, c'est avoir une vision. Et j'ai l'impression que l'école d'aujourd'hui se meurt, mais que nous n'avons pas de vision. Je ne veux pas relancer un débat, mais la question, par exemple, de l'uniforme, on s'en fiche. Voilà, je vais le dire clairement, il y a des sujets beaucoup plus prioritaires. On demande à nos gouvernants d'avoir une vision, qu'ils aient une vision pour les nouvelles générations de l'école. Une réflexion à titre purement personnel, c'est vrai qu'on a travaillé le sujet et qu'on a regardé un peu les ressources du gouvernement en la matière de numérique à l'école. J'avoue que moi, j'ai été un peu, pas désarmé, mais presque, parce que
au-delà du fait de dire qu'il fallait des compétences en numérique, c'était difficile de comprendre quel était le projet éducatif autour du numérique, au-delà de l'agenda numérique. Et voilà, donc je partage un peu ça. Je pense qu'effectivement, au-delà de la question de l'écran à l'école, il faut se poser la question de peut-être un peu plus de ce qu'on en fera, quoi. Donc j'abonde. Et je préciser aussi que tout ce qu'on s'est dit là, en tant que père, m'a beaucoup inquiété. Voilà. Mais vaut mieux prévenir. Non, voilà, il vaut mieux prévenir. Avoir peur, voilà, ignorer le déni, c'est pas possible. Avoir peur, je rappelle juste ce que j'ai dit, en tout cas, ça a été prouvé. Il y a des rapports internationaux qui alertent. C'était pas un problème français. On est bien d'accord. C'est un problème mondial. Juste en Europe, il faudrait s'inquiéter aussi de nos algorithmes. Voilà. Protéger un peu plus les Européens, puisque ça se fera à l'échelon européen et non pas à l'échelon national. Bon, on l'a vu avec le RGPD et la protection des données, effectivement, c'est des enjeux qui se règlent à la maille européenne. Juliette, le mot de la fin, peut-être? À ce sujet, on va faire un débat le mois prochain sur l'identité numérique européenne, qui est effectivement aussi un gros enjeu qui est lié à ces sujets. Donc voilà, on vous laissera découvrir ça. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à ce débat à l'écrit et à l'oral. Donc c'était vraiment très intéressant. N'hésitez pas, chère audience, à vous abonner aux Dranches si vous le souhaitez. Et merci énormément d'avoir assisté à ce programme qui était donc cofinancé par l'Union européenne. Et on se retrouve quand, du coup? Le prochain rendez-vous est Le prochain rendez-vous sera courant janvier et la date est encore à fixer. Voilà. Ok, très bien. Merci en tout cas à toutes les deux. Merci beaucoup pour vos réponses et vos éclairages. Merci au chat pour les questions. On n'a pas pu tout aborder, mais en grande partie quand même. Donc, merci beaucoup pour avoir alimenté un peu le débat. Et on vous dit donc à très bientôt. Et Florent, tu peux donc mettre un terme au stream si tu nous entends.